Bonsoir Claude. Bonsoir Brigitte. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live. Merci. Nous allons passer une heure donc en compagnie de Claude Aubert, qui est l'auteur du livre qui vient de paraître aux éditions Terre Vivante, qui s'appelle, je le montre à l'écran, Les apprentis sorciers de l'azote, la face cachée des engrais chimiques. Alors Claude, merci d'animer ce live avec nous. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà, je vais vous présenter. Je vais essayer de faire court, mais il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Alors, vous êtes ingénieur agronome, diplômé de l'Institut national agronomique de Paris. Vous êtes le pionnier de l'agriculture biologique en France. Vous avez été secrétaire de Nature et Progrès pendant de nombreuses années. Vous avez été aussi membre du conseil d'administration de l'IFOAM, la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, et vous avez participé à la rédaction du premier cahier des charges de cette organisation, qui servira plus tard de base à la réglementation européenne. Enfin, vous êtes l'un des cofondateurs de Terre Vivante, que vous avez dirigé jusqu'en 2004. Vous êtes auteur de nombreux livres spécialisés dans les relations entre l'environnement, la santé et l'alimentation. Et vous vous consacrez aujourd'hui entièrement à vos activités de conférencier, d'auteur et de consultant. Est-ce que j'ai bien tout dit? Est-ce que j'en ai oublié? Non, c'est un très bon résumé, très fidèle, pas de problème. Tout y est. Alors, le sujet de notre rendez-vous de ce soir, c'est l'azote. Et je m'en réjouis car c'est vraiment un sujet passionnant, comme on l'a découvert dans ce livre. Et alors, pourquoi l'azote? Quand vous m'avez proposé votre manuscrit il y a quelques temps déjà, vous m'avez dit, je me souviens à peu près mot pour mot de ce que vous m'avez dit à l'époque au téléphone, nous sommes assis sur une bombe à retardement. Les dégâts causés par les usages non maîtrisés de l'azote sont un souci majeur et mal connu du XXIe siècle, au même titre que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Alors, en attendant les questions des auditeurs, je vous propose de commencer par éclaircir justement certains points sur l'azote, puisque vous écrivez en préambule de votre livre que le cycle de l'azote, qui a été immuable pendant des centaines de millions d'années, a volé en éclats au XXe siècle. Alors, c'est quoi l'azote et c'est quoi ce cycle de l'azote? Alors, d'abord, ce que je commencerai par dire, c'est que, bon, c'est bien, je suis ravi que Terre Vivante y soit intéressée pour publier mon livre, mais jusque-là, je dois dire qu'aux gens, aux personnes de mon entourage et même du milieu bio d'ailleurs, à qui je parlais d'azote, ils disaient: ah bon, c'est quoi? Ils savent ce que c'est que l'azote, mais c'est quoi le problème de l'azote? C'était vraiment totalement inconnu. Alors l'azote, c'est quoi? C'est 78% de l'air que nous respirons. C'est le principal aliment des plantes en quantité, tous les jardiniers et les agriculteurs le savent bien, et c'est le principal constituant des protéines. Donc sans azote, il n'y a pas de vie. On peut dire exactement la même chose, mais d'une autre manière que pour l'oxygène. Sans azote, il n'y a pas de vie, voilà. Et alors, le cycle de l'azote, on peut le résumer oui, alors c'est de façon simple oui, à une époque où on pouvait encore parler du cycle de l'azote, enfin, on peut encore en parler, mais on verra qu'il a été pas mal chamboulé. Ben, c'est simplement, c'est pas compliqué, mais pour comprendre, expliquer d'abord que l'azote, il y a l'azote de l'air, c'est deux atomes d'azote accrochés ensemble par une très forte liaison, une triple liaison, comme disait les chimistes. Et puis, il y a l'azote qu'on appelle aussi l'azote inerte et l'azote qu'on appelle réactif, qui est celui qui rentre dans les cycles biologiques. Et il y rentre parce qu'il est combiné à d'autres atomes, et en particulier à l'hydrogène ou à l'oxygène. Et curiosité de la nature, les plantes donc, qui baignent absolument dans de l'azote, elles sont incapables de l'utiliser. Et donc, le seul moyen qu'elles ont de l'utiliser, c'est soit que, non, c'est passer par les micro-organismes du sol, les quelques familles de micro-organismes du sol qui sont capables de le capter et de le mettre sous une forme utilisable par les plantes.
Et donc, le cycle, c'est quoi? Bien, si on part du sol, puisque c'est dans le sol que les plantes, les racines des plantes puisent leur azote, elles ne le puisent pas dans l'air, donc, je viens de le dire. Donc, elles pompent une certaine quantité d'azote. Avec cet azote, elles synthétisent des protéines qui s'accumulent. Toutes les plantes contiennent des protéines, alors en quantité très, très, très variable. Les champignon, ce sont les légumineuses. Et puis après, ces protéines, ces plantes, elles servent à nourrir des animaux, dont nous faisons partie, bien entendu. Et avec ça, nous fabriquons, de ces protéines végétales que nous absorbons, nous en gardons une partie parce que c'est nos mollusques, nos organes, enfin, il n'y a pas que ça dans notre corps, mais je veux dire, c'est vraiment le principal, après l'eau, le principal constituant du corps. Et puis, nous, absolument, ce que je dis là est valable de tout le règne animal, nous en conservons une petite partie, mais nous en rejetons la plus grande partie sous forme d'urine, d'excréments, de fumier, enfin de lisier pour ce qui est les animaux d'élevage. Et donc cet azote, on le ramène au sol. Et c'est la fertilisation. Donc le cycle, c'est ça, si vous voulez. Ça part du sol, ça va aux plantes, des plantes, ça va aux animaux, et puis ça retourne au sol. Avec quand même une variante, c'est qu'est-ce que vient faire là-dedans l'azote de l'air? Il y a, je dirais, parce qu'il y a toujours des déperditions, et donc pour compléter cet azote qui tourne en cycle, les micro-organismes, et notamment, mais pas seulement ceux associés aux légumineuses, vont en prendre un peu dans l'air et puis l'introduire dans le cycle, si vous voulez. Et après, une fois qu'elles l'ont mis sous une forme assimilable, il va se retrouver dans le sol, hein, et donc ça va être le cycle continue. Complètement. L'homme est intervenu en fait pour rompre ce cycle naturel, pour corriger entre guillemets cette erreur de la nature qui faisait que les plantes ne pouvaient pas assimiler voilà, non, mais pleinement. C'est là où l'homme a joué aux apprentis sorciers, si vous voulez. Il a dit bon, on va faire mieux que la nature. La nature, elle n'est pas capable de faire utiliser directement l'azote de l'air par les plantes. Bon, on va corriger ça. Et ils y sont très bien arrivés. Alors, ce noir, même très noir constat étant dressé, comment, on peut parler de l'avenir un peu maintenant peut-être, comment faire maintenant? Comment rattraper le coup en fait, en quelque sorte? Comment s'en passer ou faut-il s'en passer totalement, partiellement? On sait comment faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment amener les agriculteurs à prendre cet énorme virage, alors qui est, je dirais, dans l'optimum, de mon point de vue, est de passer au bio, puisque le bio interdit totalement les engrais azotés de synthèse. Hein. Alors avec le problème, encore une fois, le problème des rendements, je voudrais juste revenir un instant parce que c'est aussi lié à ça. On dit oui, il faut des rendements élevés, etc. En France, en blé, en moyenne, on produit 74 quintaux à l'hectare et jusqu'à 90 quintaux, voire 100 quintaux, c'est les plus performants. Bon. On a vu à quoi ça servait, à nourrir des cochons et des volailles en élevage industriel. Le problème, ce n'est pas de produire 70 quintaux de céréales à l'hectare sur la planète, c'est dans les régions encore très nombreuses du monde, l'Afrique, mais pas seulement, où les rendements en céréales tournent autour de 10 quintaux à l'hectare, c'est-à-dire 7 ou 8 fois moins, de passer de 10 à 20. Et même si elles passaient de 10 à 20, aujourd'hui, ils ne sauraient même pas quoi faire de leur surplus parce qu'il y a les importations à Dakar. J'ai travaillé
bon, on se nourrit plus de mil et de sorgho comme dans toute l'Afrique jadis. On se nourrit de riz et de pain blanc, qui sont en grande partie importés. Donc, juste pour dire que le problème des rendements, il est important, il faut les augmenter fortement, mais dans les pays où ils sont à un niveau extrêmement bas. Et bon, c'est pas... bon, maintenant, ça devient à peu près admis par tout le monde que la solution, c'est pas que les pays riches nourrissent les pays pauvres avec leurs excédents, c'est que chaque région du monde soit autosuffisante. J'ai fait une digression et je ne reviens plus à votre question. C'était quoi? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voilà, fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, alors, c'est vrai que réduire, bon, il faut, alors, il y a, je dirais, les solutions à court terme qui sont vraiment pas les bonnes solutions, mais enfin, qui peuvent peut-être, qui sont quand même utiles à court terme. Par exemple, l'ammoniac. Bon, l'ammoniac, quand on peut l'empêcher en partie de s'évaporer dans l'air et d'aller polluer l'eau, comme on fait. Par exemple, quand un agriculteur apporte un engrais, classiquement, on l'apporte en surface. Donc, si vous avec une machine ad hoc, vous l'enfouissez directement ou juste après, ben, vous allez moins gaspiller l'azote, c'est sûr. Sauf que cet azote que vous n'allez pas gaspiller dans l'air, il va rester aller dans le sol et puis ça va donner des nitrates. Donc, ce n'est pas une vraie solution. Après, pour l'ammoniac, vous avez, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le lisier, qui est le mélange des déjections des porcs. On met ça dans des grandes cuves qu'on épand. Alors, quand on peut, c'est pas toujours facile. Alors, si vous couvrez la cuve avec une espèce de plastique, l'ammoniac va beaucoup moins s'évaporer. Bon, mais c'est alors donc on va effectivement diminuer les émissions d'ammoniac dans l'air, mais on ne va pas résoudre le fond du problème. On aura toujours un excès d'ammoniac. Alors si il n'est pas émis dans l'air, ça va se retrouver dans le lisier, donc dans le sol. Donc, même problème, ça va enrichir le sol en azote, pas d'accord, mais une partie qui va se terminer en nitrate. Alors, en nitrate, on parle des nitrates toujours à propos des algues qui envahissent la Bretagne. Enfin, bon, il y a des impacts sur la santé, hein. Probablement, mais après, il y a des grandes polémiques autour de ça. Les nitrates en excès sont probablement cancérigènes. Mais ce qu'on connaît surtout de leurs effets négatifs, c'est l'eutrophisation, c'est-à-dire que les algues ont besoin d'azote et de phosphore. Donc, s'il y en a beaucoup, elles vont se développer beaucoup. Mais elles ont aussi besoin d'oxygène, donc elle va pomper le peu d'oxygène qu'il y a dans l'eau, et puis les poissons, ils vont crever. Voilà. Et puis après, ça va se terminer comme ça, ça va continuer. Là, on parle de la Bretagne, mais il y a eu les sargasses dans les Antilles. Il y a de plus en plus de zones dans les océans à proximité des côtes qui sont totalement mortes. On les appelle des zones mortes parce qu'il n'y a plus de vie, parce que je dirais, les algues ont consommé tout l'oxygène. Alors oui, les solutions à long terme pour en arriver là. Pour quand même en arriver là, c'est celle-là qui nous intéresse. Bon, à long terme, c'est une agriculture sans azote de synthèse. Comme la bio, bon, la bio, on peut lui reprocher ses rendements, mais enfin, elle se développe de plus en plus. Ça fait longtemps qu'elle existe et elle a quand même fait ses preuves, en tout cas en matière de durabilité. Alors, comme on ne va pas convertir tous les agriculteurs français au bio dans les 2 ans qui viennent, hein, ce qui serait très bien, mais bon, il y a un tas de raisons qui le rendent impossible. Ben, il y a ce qu'on appelle
la production intégrée auquel beaucoup de gens, un certain nombre d'agronomes, notamment de l'INRA, s'intéressent, qui cherchent à simplement, je dirais, réduire les dégâts, c'est-à-dire réduire, parce qu'on peut, je dirais, l'excès d'azote, ça vient aussi de ce que les agriculteurs en mettent plutôt plus que ce qu'ils ont bien besoin. Donc, limiter les apports vraiment strict nécessaires pour la plante. Après, cultiver des légumineuses, alors ça c'est essentiel, je veux dire. Bon, on en cultive, mais je veux dire, elles n'ont pas du tout la place qu'elles devraient avoir, ni dans l'alimentation humaine, ni dans l'alimentation animale. Quand je pense, enfin tout le monde le sait, mais c'est bon de le rappeler, qu'on importe plusieurs millions de tonnes d'azote d'Amérique du Sud sous forme de tourteaux de soja, OGM entre parenthèses, pour nourrir nos animaux, alors qu'il suffirait de cultiver des légumineuses chez nous. Bon, on en le fait un peu, mais de moins pas assez. Donc, l'augmentation des surfaces en légumineuses, qui donc permet de réduire d'autant les besoins d'azote achetés, puisque c'est de l'azote gratuit, hein, qui vient de l'air et qui est absolument disponible en quantité illimitée. Et donc, aussi arrêter, et ça va avec. Alors, on revient aussi à une chose, c'est qu'on s'aperçoit que avoir séparé l'agriculture et l'élevage, c'était une grosse bêtise. On voit à quoi ça a conduit au niveau des paysages, au niveau de l'élevage industriel. Mais je veux dire, c'était parfaitement rationnel. Et il faut alors, on ne va pas dire à tous les paysans de Beauce de se remettre à avoir des vaches. Ils sont dans un autre. Enfin, ils sont bien contents de se débarrasser, d'avoir à s'occuper des animaux 365 jours par an, et ils sont parfaitement compréhensibles. Donc, mais je ne lisais pas plus tard que ce matin un article disait que dans la Beauce, le nombre d'agriculteurs qui commencent à réfléchir à réintroduire du bétail. Alors, pas forcément sur une exploitation, mais avec, par exemple, deux exploitations contiguës ou tout proches, dont l'une ferait le végétal et l'autre ferait l'animal, et puis après, on transfère le fumier de l'une de l'autre. Donc, le retour intelligent de l'association agriculture et élevage, pour moi, est une clé. C'est quoi le déclencheur, justement, pour ces paysans de la Beauce? Ben, c'est qu'ils s'aperçoivent, si vous voulez, que en 50 ans, leurs sols ont perdu près de la moitié de leur matière organique. La matière organique, on sait que bon, c'est de l'azote stocké, mais c'est aussi ce qui permet de nourrir les êtres vivants du sol, hein, notamment tous les micro-organismes. Donc, on sait qu'un sol qui n'a pas de matière organique, ou presque plus, c'est un sol, enfin, on dit souvent mort, c'est peut-être un peu exagéré, mais qui ne peut plus nourrir les plantes. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on est obligé de remplacer ce qui ne peut plus apporter par des engrais chimiques. Donc, alors une autre. Alors après, oui, pour terminer sur l'agriculture et la production intégrée, ça paraît un terme un peu barbare. Alors, il y en a maintenant qui préfèrent le terme agroécologie. Le malheur, c'est que derrière ce mot-là, on ne sait pas très bien ce que les gens mettent. Enfin, disons, il y a quand même une approche très intéressante qui est de dire on peut, sans aller jusqu'à supprimer les engrais azotés, les réduire, les remplacer en partie par de l'azote fixé par les légumineuses, en partie par des animaux s'il n'y en a pas trop loin, et puis faire des rotations longues, par exemple cultiver des
Alors, le problème, c'est que si on cultive trop de légumineuses, après, il faut savoir comment les utiliser. Et en général, c'est surtout pour les animaux qui les mangent, parce que nous, on n'en mange plus. Et c'est une énorme erreur, d'ailleurs. Hein. Bon, maintenant, tous les nutritionnistes sont d'accord pour dire qu'on devrait manger un peu autour de 40 ou 50 grammes de légumineuses par jour et par personne, donc légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, etc. On en mange 5 grammes. Donc, il y a une marge quand même. Enfin bon, l'essentiel, c'est quand même l'alimentation animale. Et une autre chose aussi, c'est de revenir, oui, de revenir à quelque chose qui est naturel et qui a été complètement, pas mis de côté complètement, mais largement mis de côté, qui est de nourrir des vaches avec de l'herbe. Ça paraît bête, mais je veux dire, les vaches, les autres herbivores, les chèvres, les moutons, sont des mangeurs d'herbes. C'est pas pour rien qu'on les appelle herbivores. Hein. Et maintenant, comme avec quoi on les nourrit, alors il y a encore de l'herbe, heureusement, ouais, surtout chez les agriculteurs bio, mais pas seulement chez eux, fort heureusement. Mais la surface en prairie permanente a diminué. On a perdu 1 million d'hectares de prairies permanentes en quelques dizaines d'années. Et je lisais, je l'ai mis dans le bouquin aussi d'ailleurs, que 1 litre de lait sur 2 est produit avec de l'ensilage de maïs. Le caractère organal de l'ensilage de maïs, mais enfin, c'est du maïs. Alors, c'est du maïs qui n'est pas récolté mûr, qui est récolté un peu avant, mais enfin, c'est toujours une céréale. Et donc, dans tous les élevages intensifs, même intensifs de ruminants, vaches et autres, on leur donne de plus en plus de céréales, alors qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça, je veux dire. On peut leur en donner un petit peu pour complémenter, mais évidemment, si vous donnez beaucoup de céréales à une vache, elle va produire 10 000 litres de lait par an, alors que si vous la nourrissez qu'à l'herbe, elle va en produire que 5 ou 6 peut-être. Donc, là aussi, revenir à nourrir les ruminants avec ce qu'est leur nourriture normale, et ça fait partie des solutions. Je fais juste juste je termine là-dessus, parce que vous n'avez pas besoin d'azote pour nourrir une prairie. Alors, si vous faites, encore une fois, des prairies hyper intensives, ok, on balance de l'azote chimique. Mais normalement, une prairie, quand elle est pâturée en plus, elle est fertilisée par l'urine et les déjections des animaux qui la pâturent. Et puis, elle fixe de l'azote. Elle a des légumineuses. Alors, si vous mettez plein d'azote, d'engrais azotés, vous n'aurez plus que des raies grasses, c'est-à-dire des plantes, des céréales, en gros. Sauf que là, on les récolte, les animaux les récoltent en herbe. Mais si vous ne n'alimentez pas artificiellement une prairie avec des engrais chimiques, vous allez avoir beaucoup plus de légumineuses, donc qui vont fixer l'azote de l'air, et puis il n'y aura pas besoin de chercher ailleurs l'azote. Et pour en revenir à notre sujet, il y a quand même dans les solutions qu'on pourrait apporter, il y aurait aussi la solution de manger moins de viande, parce que finalement c'est quand même un peu le problème majeur, c'est qu'on mange beaucoup trop de viande, donc non, mais effectivement, j'aurais peut-être pu commencer par là, d'ailleurs. J'aurais pu commencer par là, parce que ça, si on n'intègre pas ça dans les changements, on n'arrive à rien, c'est tout. D'ailleurs, les scénarios, il y a eu des scénarios qui ont été proposés par des ONG, par Solagro, par l'IDRI, etc. Je ne rentre pas dans les détails, qui projettent, font une projection sur l'agriculture française, européenne. Non, enfin, là, il parle de France, l'autre d'Europe, mais c'est la même chose, en 2050. Et l'un montre qu'en 2050, on pourrait avoir 50% de bio et 50% de production intégrée, donc quand même avec un usage plus modéré d'azote. Et l'autre dit on peut arriver à 100%
de bio en 2050 en nourrissant tout le monde et en préservant, et c'est valable pour les deux scénarios, les capacités d'exportation de céréales, puisqu'on est des grands exportateurs de céréales. Mais donc, avec des approches un peu différentes, mais ils arrivent tous les deux exactement à la même conclusion, condition diviser par 2 la consommation de viande. Bon. Donc, c'est une question justement d'un auditeur qui dit: est-ce que l'État intervient pour aider les agriculteurs dans leur changement de mode de production? Est-ce que l'État intervient pour aider? Est-ce que l'État intervient pour aider les agriculteurs dans leur changement de mode de production? Oui, il intervient très timidement, je dirais. Oui, il aide la conversion au bio, enfin c'est plutôt l'Europe, beaucoup plus l'Europe que l'État d'ailleurs. Maintenant, il y a un nouveau label d'agriculture pas écologique, je l'appelle pas, mais plus écologique que la conventionnelle. Ça vient d'être voté il y a quelques jours, donc ils vont avoir droit à un crédit d'impôt. Donc, vous voyez, il y a des aides pour aller dans la direction d'une agriculture plus, je dirais, plus durable et plus propre. Mais je veux dire, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et pour la consommation de viande, c'est pareil. On dit souvent, oui, les gens, de toute façon, ils ne vont pas changer leurs habitudes comme ça. Ce n'est pas vrai. Si on prend le moyen de leur expliquer, de les former, et en commençant par l'école, que ce n'est pas beefsteak tous les jours, ce n'est pas la solution, ils sont. Et c'est en plus très bon pour leur santé. Ils ne sont pas idiots, je veux dire, ils ne s'y mettront peut-être pas du jour au lendemain, mais ils s'y mettront. Donc, mais ça suppose une application très forte des pouvoirs publics on est loin. Alors, vous voyez, enfin, c'est comme quoi ça évolue un petit peu. Il y a, je ne sais pas combien, passé longtemps, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, un député qui avait dit qu'il faut proposer un repas végétarien par semaine dans les écoles. Ça fait bondir, je dirais. C'est même pas passé à la fin du compte. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que, tout le monde peut-être pas, mais enfin quand même une majorité, je pense, qu'on peut proposer, je dis proposer, hein, je ne dis pas de l'imposer, un repas végétarien tous les jours dans les écoles. Donc, il y a une évolution, bon, pas du véganisme qui est un petit peu à une mode, mais enfin, il y a une prise de conscience quand même assez forte maintenant dans le public, que ce soit à la fois pour des raisons environnementales et pour des raisons de santé, il faut changer de... Bon, il faut passer, si vous voulez, on est passé en un siècle, on a 2 sources de protéines principales, hein, les animales et les végétales, de mode d'alimentation où on avait 2 tiers d'animal, 2 tiers de végétal, pardon, et 1 tiers d'animal, et on a inversé. C'est bien les nutritionnistes, je dirais, les plus classiques, les moins progressistes, si je peux dire, sont d'accord pour ça, qu'il faut, je ne dis pas qu'il faut aller à 1 tiers d'animal seulement, mais en tout cas, maintenant, les préconisations officielles, c'est moitié-moitié. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, pour moi, ça va de loin pas assez loin. On a une autre question. Que pensez-vous de la luzerne comme apport d'engrais organiques, avec tout l'enjeu de cette tête d'assolement? Question spécialiste, apparemment. En général, on n'utilise pas, enfin, pourquoi pas, la luzerne est une plante fantastique, c'est la plante qui fixe le plus d'azote, hein. Donc, plus on met de luzerne dans une rotation, et mieux c'est. Mais alors, la faucher pour servir d'engrais pour autre chose, pourquoi pas, mais économiquement, ça me laisse un peu sceptique. Par contre, si on peut l'introduire, la vraie solution, c'est de l'introduire dans la rotation. Vous faites 2 ans de luzerne, après vous faites 2 ans de céréales, vous faites autre chose, etc. Le seul problème, c'est qu'il faut
en avoir l'utilisation. Alors, si on n'a pas, ça sert à nourrir des vaches d'habitude. Si on n'a pas, pas de vaches, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a quand même des solutions. On peut la déshydrater et la luzerne déshydratée, mais après, ça consomme de l'énergie. Ce n'est pas tout à fait 100% écologique. La déshydratée est un excellent complément azoté pour l'alimentation animale. D'accord. Y a-t-il un plan tel que celui qui existe pour la transition écologique, par exemple? Est-ce qu'il y a un plan de transformation de l'agriculture, je présume? Alors, il y a des plans, mais je dirais qu'ils sont des initiatives privées, comme ceux que je viens de citer tout à l'heure. Mais je dirais, il n'y a pas… tout le monde prétend être pour l'écologie, c'est très bien, mais je veux dire, à ma connaissance, il n'y a pas de plan, je dirais, chiffré, vraiment avec une volonté de la mise en œuvre, de le mettre en œuvre. Alors bon, on dit tous, tout le monde dit il faut mettre moins d'azote, il faut moins de pesticides, mais après, je dirais, quand on en vient à comment on fait, ben, déjà, il n'y a plus grand monde, quoi. En tout cas, le pouvoir, sans critiquer le gouvernement actuel, parce que tous ces gouvernements ont fait pareil, hein. Ils ont toujours prétendu faire de l'écologie, et puis après le Grenelle de l'environnement en 2008, le gouvernement avait décidé on peut dire, de diviser par 2 la quantité de pesticides apportés en 10 ans. 10 ans après, rien n'avait changé. C'est pas le tout de faire des promesses. Si on ne met pas en place vraiment tous les outils et les moyens financiers, hein, pour faire que ça change vraiment, ben ça change très, très lentement, quoi. On a une question de Sandrine. Claude Bourguignon m'a dit il y a peut-être 10 ans qu'il est très difficile de trouver des semences de lupin comestibles. Cette culture vivrière est-elle verrouillée? Connaissez-vous des pistes? Écoutez, alors c'est un mystère un peu le lupin, parce que le lupin est une plante extrêmement intéressante, la seule légumineuse européenne qui soit pratiquement aussi riche en protéines que le soja. Et on trouve même maintenant de la farine de lupin dans les magasins bio. Mais enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que les gens se jettent dessus. Et il y a un mystère, je ne pense pas qu'il y a une volonté spéciale, peut-être parce que ce n'est pas dans les habitudes et pour les gens, et qu'il n'y a peut-être pas non plus assez de données scientifiques, enfin de données agronomiques pour dire, bon, avec les lupins, vous êtes sûr d'avoir tel et tel résultat. Mais c'est une plante qui a un gros potentiel, mais effectivement, alors je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'ostraciser spécialement le lupin, je ne vois pas d'où ça pourrait venir. Et c'est vrai que le lupin a beaucoup de mal à prendre sa place, et pourtant, il devrait. Oula, alors attendez, là il y a un très long témoignage que je vais vous lire. Alors, le témoignage de François. Un virage qui me semble intéressant, tout en n'étant pas une fin en soi, s'opère chez moi en Picardie. Plusieurs jeunes agriculteurs de la région sont en train de passer à l'agriculture dite de conservation A2C. Ils ont baissé de 2/3 l'utilisation de pesticides, vont refaire des bêtes alors que leurs parents le pratiquaient. Ils labourent beaucoup moins et pratiquent des associations de couverts végétaux. 10 espèces, dont nombre de légumineuses. L'ornithologue que je suis s'en réjouit. Retour des rapaces, alouettes des champs, bruants et autres. Le hic, c'est qu'ils utilisent à très faible dose le glyphosate. C'est un témoignage. Alors ça, si on rentre dans le débat de l'agriculture de conservation, il faudra faire une autre émission. Hein. Non, mais c'est une approche qui commence à prendre pas mal la preuve. Hein. Sauf que là, il y a en plus, parce que l'agriculture de conservation, normalement, on ne travaille plus le sol, on le couvre en permanence de végétation,
Et puis, on fait des rotations. Moi, je dis agronomiquement, bravo, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Sauf que ça marche très difficilement sans glyphosate. Voilà. Oui, c'est ce que vous expliquez à la fin du livre, effectivement. Oui. Non, parce que le glyphosate, enfin, les ponctions du travail, il y a des débats énormes sur le travail du sol. Il y a une chose que les labours profonds qu'on faisait dans le temps, en retournant sur 30 cm, c'est aberrant, il faut l'oublier. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui l'oublient d'ailleurs, fort heureusement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le travail du sol a deux fonctions. Une, c'est de l'ameublir, bien entendu, et l'autre, c'est de détruire les mauvaises herbes. Et je crois que les bio ont ce problème. C'est très intéressant. On n'a pas le temps d'en parler longuement, mais l'histoire de l'agriculture de conservation. Parce que c'est promu par des organisations qui commencent à faire un peu parler d'elles d'ailleurs, mais quand on va un petit peu aux origines, derrière il y avait Monsanto avec le glyphosate entre autres. Et alors maintenant ils disent non, mais ça c'est du passé. Bon, en tout cas ils continuent à l'utiliser. Et par contre, dans les agriculteurs qui font partie des mouvements d'agriculture de conservation, il y en a qui sont en bio d'ailleurs, et qui se bagarrent, enfin qui essayent désespérément de faire de l'agriculture de conservation sans glyphosate. On y arrive, mais c'est quand même très, très difficile et on n'a pas en plus les connaissances suffisantes parce qu'il n'y a pas eu de recherche du fait dessus. Parce qu'en plus, il faut des outils très particuliers pour détruire les couverts végétaux sans les enfouir, puisque si on ne travaille pas le sol, on ne les enfouit plus, donc il faut les écraser. Enfin, c'est une piste intéressante, sauf que on n'a pas encore vraiment trouvé la solution sans glyphosate, quoi. En tout cas par quelques expériences très, très... Mais ce qui est intéressant, ce que dit la personne qui vous a laissé ce message, c'est qu'il parle aussi des animaux. Donc ça oui, il y a un retour de la biodiversité grâce... Ça revient complètement à ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y a une autre question. Est-ce que l'ACS utilise également des engrais de synthèse? L'ACS, c'est l'agriculture de conservation? Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que l'ACS utilise également des engrais de synthèse? Donc, on sait qu'elle utilise le glyphosate, mais donc aussi des engrais de synthèse. Oui, bien sûr. Non, mais ils ne sont pas... Alors, bon, il y a un grand débat. Moi, j'ai plusieurs fois débattu avec des gens qui sont dans cette problématique-là. Alors, ils disent, oui, avec l'ACS, on va diminuer les engrais et les pesticides. Bon, je crois assez pour les pesticides, mais encore faut-il qu'ils le fassent bien. Et moi, j'attends toujours de voir les résultats, si vous voulez. Pourtant, ça fait 20 ans que ça existe, enfin, c'est pas très longtemps que ça se développe. Pour les engrais, oui, s'ils cultivent des légumineuses, mais ça n'a rien à voir avec l'ACS. L'instant où vous introduisez des légumineuses dans votre rotation, vous pouvez diminuer l'azote. Mais ils ne parlent pas de ça comme un objectif, en tout cas. Dans votre livre, à la fin, donc on parle un peu de l'agriculture de demain, justement, et vous évoquez les scénarios AFTER et TIFA. AFTER, A-F-T-E-2-R-E, et TIFA, T-Y-F-A. Je ne me souviens plus de la signification de cet acronyme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je les ai évoqués tout à l'heure. Hein. Ce sont ces deux scénarios qui démontrent qu'on peut, avec ou 100% de bio pour TIFA, ou 50% de bio et 50% disons, d'intermédiaire pour AFTER, ils ont chiffré tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est de voir avec ça. Bon, évidemment, par exemple, AFTER, j'ai les chiffres pas sous les yeux, mais en tête à peu près. Ils réduisent de 50% les émissions de gaz à effet de serre, de 45%. Enfin, ils divisent
il divise par 3 les émissions d'ammoniac. Donc, sur le plan environnemental, alors ce n'est pas non plus, je dirais, la perfection, parce que même s'il reste un tiers de l'ammoniac, c'est peut-être encore un peu trop. Mais donc, pour moi, c'est double intérêt d'être des approches vraiment solides, dans ce sens que tout a été calculé en fonction de données de base réelles, si vous voulez. Par exemple, pour le bio, ils ont tenu compte des rendements actuels, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas les améliorer. Et alors, donc, et la particularité du deuxième scénario, TIFA, il est assez original parce que alors, eux, ils développent beaucoup l'élevage sur des prairies extensives. Et pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que des prairies extensives, enfin, pas trop extensives, mais on ne rentre pas dans les détails, ça fixe de l'azote avec les légumineuses, ça a une très grande biodiversité et ça séquestre du carbone. Donc, eux, ils axent vraiment une grande partie de l'évolution vers davantage d'élevage à base de prairies permanentes. Alors, avec ce problème, c'est que ça peut n'être que des ruminants. Et que les ruminants, ils émettent du méthane. Et Ouais. alors, donc, ça va un peu à contre-courant de ce que… Non, ça va tout à fait à contre-courant, mais je trouve que c'est très novateur et très intéressant. Après, il faut évaluer tout ça, voir s'ils sont bien pris en… Enfin, mais quelque part, il y a une idée très intéressante. Donc ils arrivent, à la différence de After, qui diminue globalement la viande, de quelle que soit son origine. Eux, ils diminuent drastiquement la viande de volaille et de porc, et ils diminuent à peine la viande de ruminants. C'est ce qui est logique. Ouais. Mais pourquoi pas, je trouve. C'est quelque chose de très novateur et très intéressant, je trouve. On a un commentaire de Michel qui dit « Il faut encourager les potagers familiaux. Les jardins particuliers dans leur ensemble constituent une immense ressource sous-utilisée. » Ah ben ça, c'est pas moi qu'il faut convaincre de ça, puisque un de mes premiers livres a été sur le jardin potager biologique. Donc, bien sûr. Et un autre commentaire qui dit « Tout cela doit être nécessairement accompagné par la réimplantation de haies, de bosquets, etc. Et donc, d'une réduction de la taille des parcelles. » Mais c'est bien qu'il en parle, parce que quelqu'un en parle, parce que j'ai oublié d'en parler. C'est une approche relativement récente. Tout simplement, j'ai encore vu une publication là-dessus il y a quelques jours, en passant de parcelles de 6 à 10 hectares à des parcelles autour de 2 hectares, ce qui n'est déjà pas tout petit, hein, on a le même impact positif sur la biodiversité que si vous laissez les 30% de la surface en espace naturel, si vous voulez. Donc c'est spectaculaire. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment, elle est totalement à contre-courant de l'évolution de ces dernières décennies où on n'a pas cessé avec le remembrement au départ et on n'a pas cessé d'agrandir les parcelles. Alors évidemment, quand vous parlez de ça aux agriculteurs des régions de grande culture, ils sont vent debout parce que vous comprenez, on a des machines qui sont prévues pour travailler sur des grandes parcelles. Comment on va les faire marcher sur des petites parcelles? Enfin bon, c'est encore une évolution. Il y a une autre chose que je voulais mentionner parce que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. C'est l'intérêt des cultures associées. Alors les jardiniers connaissent bien, hein, mais en grande culture aussi, ça marche très bien. Ça permet de produire plus sur la même surface et
dans certains cas, de complètement compenser je dirais, le gap, comme on dit, de rendement entre conventionnel et bio. Bon, le problème, c'est que ça a disparu pour deux raisons. Les pesticides, parce que si vous mélangez des plantes très différentes, par exemple une céréale légumineuse, elles n'auront pas du tout les mêmes ennemis, donc vous n'avez plus comment faire. Et puis, surtout la mécanisation, les machines ne sont pas du tout, machines de semis et de récolte, pas du tout conçues pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas en concevoir. Et je tombais récemment aussi sur une publication que les Chinois publient énormément et travaillent énormément sur la question des cultures associées, et ils ont mis au point des machines spécialement pour travailler dans ce type de culture. Mais c'est impressionnant. On produit pratiquement, en associant par exemple maïs et soja, vous augmentez de 40 à 50% la production sur une même surface, et sans rien changer, sans rien changer d'autre, je veux dire. Et c'est assez curieux, c'est une anecdote personnelle, mais il y a très longtemps, j'ai fait une mission en Inde, à Delhi, j'avais vu un chercheur qui avait travaillé, il avait travaillé pendant 10 ans là-dessus, l'association soja légumineuse. Et lui, ça a été le premier à dire, en faisant ça, on augmente de 50% la production, voilà, sans rien changer d'autre. Mais bon, voilà, il faut adapter les mentalités, les machines, c'est peut-être les varier. Voilà, mais il y a un potentiel énorme avec ça. Mais ça se pratique beaucoup déjà, la culture associée ou... Enfin, beaucoup. Ça c'est toujours pas beaucoup, pratiqué. Mais je veux dire, ça se... Oui. Non, ça s'est toujours pratiqué énormément dans les pays du Sud. Hein. Bon, pas pour toutes les cultures, ça ne marche pas très bien pour le riz, par exemple. Enfin bon, mais je veux dire, c'est une tradition universelle. Et ça avait complètement disparu à cause de ça. Et maintenant, ça revient. Alors, la seule application pratique qui est quand même intéressante, c'est de mélanger, de semer en mélange une céréale et une légumineuse. Alors là, au moins, il n'y avait pas le problème de récolte différenciée, c'est les mêmes machines. Pour l'alimentation animale. Et c'est parfait parce que ça enrichit l'aliment en protéines, donc il n'y a plus besoin d'ajouter du tourteau de soja, OGM, etc. Donc ça, surtout chez les bio, mais pas seulement, ça se répand pas mal. D'accord. Alors ça pourrait être aussi utilisé pour l'alimentation humaine, mais alors après, il faut des machines pour trier. Bon, on ne les a pas sous la main en général parce que personne s'est intéressé à ça, quoi. Mais bon, vraiment, c'est un domaine, ça permet aussi de réduire les mauvaises herbes, de réduire les parasites. Enfin, il n'y a pas de solution miracle, ce n'en est pas une, mais je veux dire, c'est un potentiel énorme. On a une autre question de Sandrine. J'ai entendu dire, d'après une source controversée qui est Konrad Schreiber, grand promoteur de l'agriculture de conservation, je connais bien. Sauce Glypho, je vous lis tel que c'est écrit, que les vers de terre nourris au carbone, paille, etc., apportent l'équivalent de 600 unités d'azote par hectare. Cela vous paraît-il exact? Non, absolument pas. Je ne crois même pas du tout comment il peut apporter. Je connais bien ses écrits. Hein. C'est l'agronome du microcosme. Il est plus micro maintenant, mais enfin, l'agriculture de conservation. Mais non. Là, je me suis. Enfin, ils ont une approche intéressante, mais ils disent pas mal de bêtises. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et alors, moi, je ne les aime pas du tout pour une autre raison, mais pas la technique hein, qui est intéressante, mais les gens qui en font la promotion, si vous voulez. Et pas les agriculteurs non plus, qui sont des gens très bien, la plupart. Mais c'est les organismes et les gens, c'est qui tirent à boulet rouge sur l'agriculture biologique. Parce qu'ils veulent prendre sa place. Ils disent tout simplement, oui, les bio, de toute façon, vous ne savez pas faire, vous ne couvrez pas le sol, vous travaillez le sol, vous tuez les vers de terre.
la solution, c'est la nôtre. Mais quelquefois, alors, ça n'apparaît pas dans leurs grandes manifestations publiques, mais je veux dire, quand on creuse un peu, je ne supporte pas cette mentalité, c'est ce que je peux dire. Mais encore une fois, il y a des gens très bien chez eux. Hein, c'est pas, je ne critique pas les gens qui le font, je critique les gens qui en font la promotion, voilà, ou certains d'entre eux. Une autre question, il y a beaucoup de questions maintenant. Alors, question d'un fervent lecteur de votre livre, Le jardin potager biologique, qui est paru, c'est un de vos tout premiers écrits, je crois, hein, qui est paru au Courrier du Livre en 1973. Que pensez-vous du courant MSV avec les apports de BRF? Si vous pouvez me dire ce que c'est que le courant MSV, parce que je ne sais pas. Le courant MSV. Oui, c'est les gens qui font le BRF, comment ça s'appelle, qui utilisent beaucoup du broyat de branchage. D'accord. C'est ce qui écoute, alors je ne suis pas un spécialiste de ça, donc je ne prononce pas. Je trouve que c'est intéressant, mais qu'il faut savoir bien s'en servir, notamment en respectant un bon équilibre entre le carbone et l'azote. Moi, vu des gens, enfin, pas vu, mais on m'a rapporté des gens qui étaient ravis et des gens qui étaient très déçus. Bon, c'est comme beaucoup de techniques. Il n'y a pas de mauvaises techniques, en tout cas quand elles sont naturelles, mais il faut bien les appliquer au bon endroit, avec la bonne proportion, etc. Mais c'est intéressant. Est-il vrai que le digestat liquide de la méthanisation n'est pas adapté pour en faire un bon engrais, contrairement à ce qui peut être annoncé, car il est bien trop riche en azote et pauvre en carbone? De quoi? Le digestat liquide de la méthanisation. Alors là, vous abordez un sujet très, très brûlant. Alors dans les milieux agricoles, notamment bio, il y a un débat, je dirais, sur ou plutôt contre la méthanisation. Alors bon, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que d'abord, je ne suis pas spécialiste et puis on n'en finirait pas. Mais non, le problème qu'un digestat un digestat soit trop riche en azote, ce n'est pas un problème si vous apportez en même temps autre chose, par exemple de la paille très, très riche en carbone. Il faut juste équilibrer le rapport carbone sur azote, c'est vraiment une clé. Hein. Si vous avez, quelle que soit l'origine, une source qui a beaucoup de carbone et beaucoup d'azote et peu de carbone, ben, il faut trouver un complément. Quand on fait les gens qui font du compost, ils savent ça très bien, quoi. Un compost, il va marcher s'il y a un bon équilibre carbone sur azote. Sinon, il ne va pas bien fermenter. Alors, entre-temps, j'ai eu l'explication de MSV, évidemment. Maintenant, c'est pas évident. C'est le maraîchage sur sol vivant. Le mouvement MSV dont on parlait tout à l'heure, c'est maraîchage sur sol vivant, à propos du BRF. Ah oui, c'est eux. Non, mais ils font partie de cette nébuleuse. Il y a 4 ou 5 associations, alors qui ont des noms différents. Hein. Une autre, c'est peu importe. Oui, non, mais s'ils l'utilisent bien, et s'ils en sont contents, je dirais, ils en sont contents s'ils l'utilisent bien, justement. Mais c'est toujours un apport de matière organique, alors qu'il, lui, au contraire, aurait tendance à être plutôt trop riche en carbone et pas assez riche en azote, parce que c'est des branchages, quoi. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Je vois qu'il est presque 10 heures, donc le temps est passé vite. Presque 10 heures avant. Enfin, 10 heures moins 10. Ouais. Ah oui, c'est bien. Ça prouve que le sujet était vaste et intéressant. Ça intéresse, ouais. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est juste que tous les petits pas qu'on voit, genre agroécologie, enfin, sont intéressants,
Mais je veux dire, si on ne, comment dirais, remet pas en question le modèle, alors ça va bien au-delà de l'agriculture, hein, c'est le modèle de notre civilisation, mais appliqué à l'agriculture, avec euh, appliqué à l'agriculture les manière de travailler de l'industrie. On le voit bien, on le voit. L'agriculture avec l'élevage aujourd'hui, j'essaie de le montrer aussi en illustrant dans le bouquin. Pour moi, c'est plus de l'agriculture, c'est de l'industrie. Et ça fonctionne grâce à l'industrie, et la vraie industrie, c'est-à-dire l'industrie des engrais, l'industrie des produits chimiques, l'industrie des semenciers, etc. Donc, pour moi, c'est pas seulement changer. Si on veut vraiment changer l'agriculture, il faut changer tout notre système économique. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, je pense. Vaste sujet. Oui, vaste sujet. En tout cas, merci beaucoup, Claude, pour cette heure et demie. C'était Écoutez, tout à fait passionnant et intéressant. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui ont nourri cet échange avec leurs questions.